Lecture sur le fil. Sur le fil du discours, de l'actualité littéraire, aussi bien du funambule. Des spécialistes de l'analyse du discours littéraire présentent une œuvre de l'actualité littéraire et déroulent pour le partager le fil de leurs idées. Bienvenue à tous pour notre deuxième session de lecture sur le fil, notre deuxième saison. Et aujourd'hui, nous allons écouter Anne-Marie Paillet, qui est maîtresse de conférences à l'École normale supérieure de Paris, où elle enseigne la linguistique et la stylistique. Spécialiste de l'ironie, de l'humour, des discours rapportés, elle a fondé le groupe de recherche textile au sein duquel elle a co-dirigé plusieurs collectifs, notamment Le Sens de l'humour, avec Florence Leca, paru en 2018 chez l'Harmattan. Elle a publié de nombreux articles en analyse textuelle et en stylistique sur des auteurs classiques et contemporains, Salver, Rouault, Kerangal. Elle anime par ailleurs un atelier de diction théâtrale à l'ENS. Nous l'écoutons aujourd'hui nous parler de Serge de Yasmina Reza, paru en 2021 chez Flammarion. Merci beaucoup à Cécile et vraiment je lui suis reconnaissante d'avoir créé ces séances qui ouvrent sur l'actualité que parfois les étudiants connaissent mieux leur classique, enfin en tout cas peut-être à Normal Sup. Voilà, donc il s'agit donc de Serge de Yasmina Reza et j'ai mis un sous-titre qui s'appelle « À contretemps et à plat ». Et je laisse un petit suspense pour vous expliquer pourquoi. C'est un récit à la première personne d'un sexagénaire, Jean, cadet d'une famille de juifs non pratiquants, et qui relate entre autres une visite à Auschwitz sur fond de chamaillerie familiale. Vous voyez, le sujet est déjà très original. Un livre clivant. Alors, il a suscité l'enthousiasme du Masque et la Plume, un roman choral transgénérationnel, je cite, plein d'humour et d'intelligence. Mais d'autres lecteurs sont restés perplexes et n'ont parfois même pas pu achever la lecture. Alors, je vous rassure, moi, je l'ai achevé, mais c'est un roman qui gagne à être, je dirais, relu. Sans compter ceux qui n'ont pas dépassé la première page, assez provocatrice. Le narrateur n'a pas de maillot adapté pour la piscine et s'en fait prêter un trop étroit, quasi castrateur, qui fait rimer d'emblée Serge avec verge. Or, cet incipit n'est pas gratuit. On peut suivre dans l'œuvre ce fil d'un désajustement, telle la fillette à son spectacle de danse, boulotte et revêche, engoncé dans un juste au corps inadapté, page 61, ou bien le père dans son costume trop large lors d'un rendez-vous à l'hôpital Cochin, ou bien le djinn faussement jeune de la sœur, ou encore ce couple d'anciens déportés au manteau de fourrure démesuré, page 145. C'est aussi le désajustement du petit Luquin qui est raconté à l'école, qui chante et gestue « Lapin, ouvre-moi », vous avez tous connu, à contretemps et à plat. Il fait les gestes en décalé, et je trouvais que c'était une image tout à fait du style de cette œuvre-là. Dernier exemple de cette disconvenance, ce sont les fossiles de la nièce qui détonnent lors de la visite d'Auschwitz. « Tu as mis des fossiles même aujourd'hui ?» Réponse, « Ils sont permanents. » C'est exactement un exemple de réplique quasi théâtrale. Pas de commentaire derrière. Alors on va pouvoir suivre le fil du désajustement, de la discordance, pour une histoire familiale désaccordée, avec d'abord le problème d'un personnage mal à l'aise, effacé, au milieu d'une famille de trois, c'est le cadet, et puis le décalage d'un héritage juif dans lequel on ne se reconnaît pas forcément, ce qui est aussi le cas de Yasmina Reza. À ce désajustement correspond alors la piste stylistique de discordance, de désappropriation des mots aux choses, des discours à la situation et du registre au sujet. Donc je voudrais explorer cette piste de la disconvenance avec vous, du désajustage. Et c'est aussi suivre essentiellement le fil rouge de l'humour noir, qui consiste en quelque sorte à parler de ce qui ne sied pas, à en parler de manière incongrue. Je vous cite un exemple de choc sémantique sur les colères du père, le grand chic de la violence paternelle résidait dans la disproportion et l'inopiné. Page 37, la disproportion, l'inopiné définissent aussi l'humour de Reza. Alors on va voir avec vous les disconvenances narratives, puis les disconvenances dialogales, et enfin la disconvenance dans la légèreté du ton. Elle appelle ça, Yasmina Reza, enjouer le sombre. Enjouer le sombre dans Nulle part, c'est associer une posture non sérieuse à une langue crue pour dire les tragédies historiques
et les drames domestiques. Alors, je commence par les disconvenances narratives. Je commencerai par une arythmie narrative. Comme pour la visite d'Auschwitz, où Reza dit « Nous flânons comme les autres, car il n'y a pas de bon rythme. » Il n'y a pas de bon rythme. De même pour peut-être l'écriture et la lecture de l'œuvre. On a un lecteur ballotté entre sujet et personnage. Il n'y a pas à proprement parler d'histoire ou celle de l'histoire avec le grand H, mais cette histoire est subordonnée au récit familial avec une sorte de désinvolture. On va même jusqu'à appeler la Shoah un contre-feu. C'est ce terme extrêmement décalé de Jean devant la photo d'une Céline Dion dégénérée. Pour me ressaisir, je me transporte à Auschwitz. D'ordinaire, je ne vais pas chercher des contre-feux aussi radicaux. Il faut quand même le dire. Donc Reza écrit au gré des pensées et des rencontres familiales. L'écriture est rythmée par des scènes dialoguées, alors repas au restaurant, coups de téléphone, anecdotes familiales, comme la cure de bouillon de Serge en Suisse, la brouille du père avec un ami, parce que chacun se vantait, je cite, d'avoir fait découvrir Gustav Mahler à l'autre. Ça finit par des coups. Et puis se trouvent pêle-mêle les thèmes rebattus comme le réchauffement climatique, le chômage et j'en passe. Des réflexions également sur les hommes et la morale du verbe, par exemple sur l'infidélité de Serge, page 63. Alors, depuis la nuit des temps, les hommes disent n'importe quoi. Les hommes n'ont pas de morale du verbe. Les mots ne pèsent rien. À peine prononcés, ils s'envolent tels des bulles et éclatent doucement dans l'air. Qui s'en soucie ? Si un problème survient, on corrige avec d'autres mots qui s'envoleront également, et ainsi de suite. « Jure sur la tête de Joséphine », a dit Valentina. Sur la tête de Joséphine, a répété Serge sans la moindre hésitation, et peut-être même du ton de l'offensé, avant de n'en pas dormir et de s'imposer je ne sais quel Golgotha purificateur. Valentina l'a cru, la soirée était sauvée. Donc vous voyez, il y a des perspectives généralisantes à partir des situations spécifiques. L'ensemble est décousu, donc digressif, et pourtant, d'après le Masque et la Plume, il s'agit de grands tricotages. C'est comme pour la lecture sur le fil, j'avais aimé ça. Deux fils particulièrement se tricotent, le décalage générationnel, qui est en fait universel, et puis le décalage plus spécifique entre l'héritage juif et le quotidien de non-pratiquants. Des ruptures thématiques marquées par des blancs, systématiquement. Parfois, le thème n'est même pas posé. On a un début, une medias res assez souvent, et même, je dirais, une media verba, puisque c'est au milieu de discours que commence le paragraphe. Et alors, il y a une chose que je voudrais donner en exemple, c'est le coup de fil. Le coup de fil, principe perturbateur du fil narratif, et aussi des dialogues en cours. Nombreux coups de téléphone, narrés ou rapportés en discours direct ou au discours narrativisé, qui interrompent le fil du récit. Parfois, le thème-titre annonce la teneur en une phrase nominale. Par exemple, aujourd'hui, drame d'arrosage. C'est l'ex du narrateur qui a toujours des drames. Alors, je vais vous donner deux exemples qui interrompent le fil narratif de la visite à Auschwitz. Par une phrase nominale existentielle d'abord. Dehors, coup de fil de Paulette, qui vient interrompre la description du camp de la mort. Et puis ensuite, coup de fil de Marion, au sujet de la fête de l'école de son fils. Je vous cite le passage. « Allons à Birkenau, dit Joséphine. Nana s'est murée. » Terme tout de même assez drôle, sinistrement drôle. Nana s'est murée. Allez-y sans moi. Blanc typographique. Marion m'a appelé. Vous voyez, et non seulement on a cette rupture, mais on a aussi une rupture temporelle avec le passé composé d'aspects accomplis qui accompagne la rupture de la description. Alors, deuxième ensemble de perturbations, après cette arythmie, ce sont les perturbations référentielles et énonciatives sur fond d'effacement du narrateur. Une constellation donc de personnages amenés dans le désordre et par inférence. C'est un narrateur cadet qui s'efface derrière son grand frère, aux deux sens du terme, réellement et littérairement parlant. Il n'apparaît que dans le syntagme d'abord Serge et moi. Dans le sillage du grand frère, à la fin, on a l'image d'un crampon permanent. Si je prends les noms propres, il y a une présentation indirecte liée au héros, Jean, par le biais du gamin de son ex-compagne, 9 ans. Il m'appelle Jean, c'est mon nom. Luc est le premier donc présenté, le garçon. Voilà. Et puis, autre remarque de ce cadet effacé, après tout, Jean, c'est l'homographe de jean. Et le jean, on le sait, est la tenue la plus banale et passe-partout. Et on en parle dans le roman. Et on a donc une série d'inférences pour comprendre que Serge est le frère du narrateur et ensuite Nana, sa sœur.
Quand on nous envoyait, Serge et moi, à Corvol, dans la colonie de vacances juive, ma mère nous faisait partir avec un sac de 110 kilos. Donc on comprend à partir d'une double inférence que Serge est le frère de Jean le narrateur. Même chose avec la sœur. Nana et son mari Ramos sont arrivés dans l'après-midi. Ma sœur s'est écriée. Là, on a une inférence un petit peu plus classique, plus directe, par rapport à la cohésion référentielle. Et la compagne de Jean est ainsi introduite. Depuis quelques jours, Marion est amoureuse d'un autre homme. On comprend d'après le sentiment de jalousie ensuite que c'est donc l'ex-compagne. Alors, je saute sur certains débuts in medias res, et puis je voudrais juste ajouter une autre confusion assez audacieuse entre réel et virtuel. Le narrateur croit voir son beau-frère Ramos en conducteur de voiture de balayage, voiture poubelle, hein, et il le présente comme s'il s'agissait bien de lui. Au volant, mon beau-frère, pour dire ensuite que non, ce n'est pas lui, qu'il l'imagine. Et puis alors, on a des glissements énonciatifs, hein, comme l'énalage. Le je devient un il, c'est le passage de Tonton Jean fonce dans le mélo. Tonton Jean, c'est lui, hein, le je, narrateur. Donc page 220 par exemple. J'ai lu quelque part que les hommes en vieillissant peuvent aller dans deux directions. Certains se fabriquent une armure et s'endurcissent, d'autres s'ouvrent et foncent dans le mélo. Tonton Jean fonce dans le mélo. Alors je saute. Tonton Jean a tombé la veste, il fait tournoyer sa sœur avec la furie des vieux. C'est une furie particulière, acharnée et raide, une furie trompe la mort dont l'homme sort pantelant et assoiffé, quittant la piste à regret, dans l'espoir d'y revenir, remonté par un secret mécanisme. Vous voyez la drôlerie acide. Et toujours ces petits passages qui enchaînent le générique et le spécifique, ou l'inverse. Hein. Et un autre type d'énalage plus tragique, c'est le lecteur apostrophé dans les camps. Souviens-toi, où ce tu générique est en somme parodié en place d'un jeu, page 122. Nouvelle errance dehors dans les allées du camp. Souviens-toi. Mais pourquoi? Pour ne pas le refaire? Mais tu le referas. Un savoir qui n'est pas intimement relié à soi est vain. Il n'y a rien à attendre de la mémoire. Ce fétichisme de la mémoire est un simulacre. Voilà, analyse extrêmement dure de ce stéréotype de la mémoire, on va y revenir, mais c'est le futur et l'emploi de tu, hein, tu le referas, qui est ici presque violente, hein, on parlait de violence. J'y verrai le futur d'un antidécalogue. Hein. Tu feras ci, et là, tu le referas. Alors, troisième point, la disconvenance de la langue et du style, justement, à contretemps et à plat, comme le petit Luc. La langue relâchée ou crue, alors je n'énumère pas tous les termes, mais comme une bagnole, une baigne, un mec, Valentina a viré Serge de chez elle, systématiquement crevée pour mourir, hein, ce qui accentue la dureté du référent, cette langue crue, les abréviations pour dire la Corée, et puis des raccourcis métonymiques de langage oral. Zita sortait de deux cols du fémur. Si on analyse syntaxiquement, c'est très drôle, donc cette métonymie... Hein. Et d'autre part, il y a cette langue littéraire, mais j'ai l'impression que Reza, comme certains des auteurs contemporains, inverse la proportion entre langue littéraire et langue parlée, langue relâchée, voire langue vulgaire. Hein. La langue littéraire se fait plus rare, mais il faut louer quand même l'art de la formule juste et concise, comme des métaphores humoristiques. La mère guettait dans le couloir le bon déroulement du cessez-le-feu, pour la querelle paternelle, ou la femme de Serge, qui fait partie des femmes que rien n'arrête quand elles sont sur le sentier de la guerre, hein, ou l'image du portable, Serge qui est vissé à son portable, son rectangle d'azur, sa seule fenêtre vers le monde normal. Chacun se reconnaîtra peut-être. Alors, les adjectifs également, avec une antéposition de l'épithète, parfois, surtout dans la satire, et je noterai surtout les adjectifs dérivés, comme chez Desproges, hein, l'adolescence de Serge et ses tentatives hendrixiennes, hein, Jimi Hendrix, hendrixienne, page 33, le mauvais karma téléphonique du beau-frère, avec surtout la formation de l'adjectif post-auschwitzienne, et vous allez voir dans quel emploi il faut le faire. Pourquoi n'ai-je pas le courage d'opposer une indisponibilité psychique, d'inventer un genre de neurasthénie post-auschwitzienne, de retour d'Auschwitz, mais de retour touristique d'Auschwitz, et non pas du Auschwitz de l'histoire. Donc cela porte une sorte de métalepse qui confond l'époque même du retour des camps et celle de la visite familiale.
Pour la langue littéraire, souvent, du coup, elle paraît pastichée, voire parodiée. Hein. Voilà un pastiche de récit en langue soutenue, avec l'imparfait de perspective. Par une gentille soirée de février, Valentina lisait inopinément sur le portable de Serge ces quelques mots « Appelle-moi sur l'autre ». D'où existence d'une maîtresse. Donc il faut lire ces pages pour voir ce que devient le portable en question. Les antépositions du prédicat par rapport dans des phrases averbales, hein, des traits de langue littéraire plus rares. Émietter notre petit quatuor sur ce sol gris et impersonnel. Ou bien amers sont les retours, dans cette phrase attributive. Et puis, il y a quand même une rémanence de certains îlots poétiques, parce qu'il n'y a pas que l'humour noir et le style cru, il y a quand même certains îlots poétiques par rapport à la sœur vieillie, par exemple, page 201. Peut-être n'est-ce pas tant le corps vieilli que l'énergie déployée à vide, la tête en proue, les jambes lourdes et actionnées par d'illisibles espérances. Et vous reconnaissez l'antéposition de l'épithète. Hein. Et notons le jean de la sœur, Nana, vieillissante, choisi pour son confort et son caractère soi-disant relax, qui témoigne à lui seul de l'âge de la guillotine entre passé et présent. Jolie formule aussi. Et on a ici un style qui noue la langue banale, le détail observé du corps, et en même temps la formule métaphysique. Ça me paraît assez typique. Et puis, il y a un très beau passage sur l'été, qu'on pourrait appeler meurtrier, page 224, avec un passage qui mobilise la figure de répétition. L'été, je lis juste un bout, « Quand l'été revient, revient le temps. Longue série d'images logées dans un cerveau ordinaire et qui disparaîtront avec lui. Images sans portée et sans lien, si ce n'est le scintillement perfide de l'été, cette lame qui revient chaque année pour nous blesser. » Alors, deuxième grand temps, ce sont les disconvenances discursives autour des points de vue, je peux appeler des voix désaccordées, avec un livre transgénérationnel qui fait s'affronter ces points de vue, opposés et juxtaposés. Par exemple, celui de l'adulte et de l'enfant à la piscine au début, hein, le pédiluve. Pour lui, c'est une piscine, pour moi, c'est le Gange. Humour des modalisations, Serge, ado, s'est cru un avenir dans la musique, vous voyez la modalisation, et puis des mentions constantes. Serge cherche un appartement pour sa fille et le narrateur intègre en mention le langage de la jeune Joséphine qui n'aurait pas mis un pied dans les quartiers de vieux où son père voulait la caser. Vous devez peut-être reconnaître quelque chose. Alors, lire page 64, voilà, sur un passage truculent. Acheter un logement, ce n'est pas rien. Qu'on le veuille ou non, il y a une dimension de vie et de mort dans la perspective. Wingstrom mis à part, Serge visite des studios pour sa fille dans l'idée que c'est lui, ruiné et abandonné de tous, qui finira ses jours. C'est assez molièresque comme situation pour le médecin à donner à soi-même. Un studio censé convenir au propriétaire et à l'occupant, c'est pourtant le b.a.-ba de l'immobilier. Mais quel critère commun entre deux êtres aussi existentiellement éloignés? Joséphine ne craint aucun escalier, rêve de bruit, d'agitation, de bar, de métro, quand les priorités de son père sont ascenseur, porte et salle de bain assez larges pour les déambulateurs, couloir adapté au virage, environnement paisible avec brasserie ou déjeuner, et voir passer de jolies femmes. De temps en temps, l'un de nous doit rappeler à Serge que ce studio n'est pas un pré-caveau censé l'abriter lui. Alors, vous voyez aussi cette invention lexicale, hein, le pré-caveau pour un appartement. Alors, il y a aussi toute une série d'effigements, d'expressions. On prend un dernier verre au bar, je veux dire plusieurs derniers. Là, l'humour est assez anodin. On a sur la famille juive du père, les pères étaient des juifs viennois de classe moyenne qui avaient un demi-pied dans les milieux avant-gardistes et l'autre, également demi, dans la synagogue, page 40. Et puis on passe à l'humour noir, l'art de revisiter un cliché pour créer une forme sobre de pathos. En fait, notre mère n'a plus dit un mot. Jamais. Hein, ne pas dire un mot, mais jamais. La négation fait passer simplement d'une valeur aspectuelle bornée à l'irréversible de la mort, ce qui n'est pas rien. Tout un ensemble aussi d'autonymie, quand on emploie le mot pour lui-même comme signifiant, et non pas renvoyant un référent. Alors, il y a un statut particulier que j'ai beaucoup aimé de l'apprentissage de la natation au petit Luc. Je lui montre prière, sous-marin, avion, mais il s'en fout. Donc là, c'est à la fois le mot qui est lissé, sans guillemets, sans italique, et qui est en même temps le mot qui montre, hein, très évocateur. Et en même temps, le cliché que tout le monde connaît dans l'apprentissage. Alors, il y a des mots indexés aussi, des tics langagiers ou des mots déformés. Avec ce fameux échange entre la nièce et son père, cette année, j'ai décidé d'aller à Auschwitz. Auschwitz, s'est écrié Serge. Auschwitz, comme les goïs. Apprends déjà à le prononcer.
Et alors là, vous avez quelque chose de typiquement théâtral chez Yasmina Reza, c'est l'enchaînement inattendu sur le signifiant lorsque l'on a une proposition qui est relative au fond, hein, voilà, et qui crée un malaise, justement, cette décision d'aller visiter Auschwitz à Auschwitz. Un autre exemple sur podium. Pendant un temps, elle a fait des podiums pour des chaînes de parfumerie, entre parenthèses podium, comme si je maniais ce mot depuis toujours, alors que j'entrevois à peine de quoi il s'agit. Détour également par le signifiant pour Serge Hadot, le grand frère Hadot. Il passait par toutes sortes de looks. On ne disait pas look à l'époque, je ne sais pas ce qu'on disait. Aucun ne lui allait. Et vous avez la phrase humoristique lapidaire, avec retour sur le référent cette fois, et toujours sans connecteur, hein, ça glisse très vite. Le conseil aussi. Avant, quand tu ne savais pas ce qu'un mec faisait, tu disais import-export. Aujourd'hui, tu dis conseil. Et sur le yaourt, alors là, c'est fabuleux, c'est grinçant, l'humour noir, le yaourt du vieux Maurice, qui est grabataire, dans lequel on a caché un antidépresseur. Alors lire page 201. Ce fameux yaourt. Mais tu acceptais le yaourt. Hein. Oui, le pire était peut-être le yaourt, pensais-je. Comment en es-tu arrivé au yaourt? Mais tu acceptais le yaourt. Son yaourt, avait dit Paulette. Le dessert de l'enfant et du vieillard. Le yaourt, ce non-aliment déjà condamnable pour son seul conditionnement. Sur l'expression son yaourt. Et puis le mot antisémite, employé par le père pour Pompidou. En 1972, il avait serré la main de Pompidou. Ce salaud d'antisémite, disait-il, jusqu'au serrage de main. Le mot antisémite avait été remplacé par pragmatique. Page 37. Et évidemment le mot mémoire, but du voyage à Auschwitz. Quel est ce but? Pour le dire avec la componction de notre époque, aller sur la tombe de nos parents hongrois. Dans un monde ivre du mot mémoire, il paraissait déshonorable de s'en laver les mains. Voilà, il y a toute une critique, j'ai déjà lu de la notion elle-même de mémoire. Hein, j'ai déjà lu tout à l'heure le passage autour du souviens-toi. Alors je voudrais aborder dans ces disconvenances, cette partie sur la parole, l'invasion dialogale. Hein, c'est une dramaturgie de la parole, et on sait que Yasmina Reza a écrit des pièces de théâtre, et là il y a vraiment des répliques théâtrales, mais générant ce qu'on peut appeler un effet scénique immédiat, et on verra pourquoi, parce qu'on est obligé parfois de relire et de se jouer la phrase en question. Par exemple, lorsque on a du discours direct libre, hein, il y a un lissage et on est obligé de restituer la voix. Notre mère surgissait alors pour sermonner Serge. « Tu as vu dans quel état tu as mis papa ?» Alors là, ce discours direct libre accentue l'aspect cocasse, parce qu'en fait, le papa a giflé violemment Serge, et elle inverse totalement les points de vue, cette intervention magistrale. Hein. Tu as vu dans quel état tu as mis papa alors que Serge a un bleu. Et alors là, il y a deux choses pour ce style théâtral. Il y a d'abord une abondance de tirets dialogaux, sans attribution des discours, ou très peu. Et puis surtout l'effacement narratorial, qui, une fois qu'une réplique fuse, ne commente pas. Et ça, c'est exactement la position du dramaturge. Donc, on a, par exemple, ce genre de réplique savoureuse. Page 33, Serge et son père. « Tu te maquilles ? Toutes les rockstars se maquillent. Pas Jean Ferrat ?» Et aucun commentaire, ce qui est beaucoup plus drôle sans commentaire, et ce qui est très théâtral. On a aussi tout un ensemble sur le téléphone et ses rendus, et là, c'est plutôt même cinématographique, parce qu'il me semble entendre quelques mots de russe. Et puis, je passe sur les exemples de dialogisme qui intègrent les propos de l'autre dans son propre discours. Et je voudrais aborder les discordances et les télescopages dialogaux, renforcés donc par cet emploi massif des tirets. Exemple cocasse de l'ambiguïté référentielle du pronom « elle », par exemple. Tu ne peux pas lui foutre la paix une fois dans ta vie. Mais c'est elle, tout le temps, à râler, à râler. Ramos a dit de sa voix caverneuse, elle pollue un max, non? De quoi tu parles? L'audit. Les télescopages dans un groupe, c'est finalement très naturel. Les répliques croisées également, avec des tirets dialogaux toujours. L'exemple de Jean au sujet du nouveau compagnon de son ex. Elle a ajouté « il m'énerve ». Il t'énerve? On ne va pas parler de ça au téléphone. Comment c'est Auschwitz? Pourquoi il t'énerve? Et après, raccrochage, il l'énerve. Reprise jubilatoire du jaloux. L'enchâssement aussi. Coup de fil sur le drame d'arrosage de cette fameuse Marion, l'ex. Je n'ose même plus les arroser, les pauvres. C'était bien, vous? Oui. Il m'a traité de connasse et de mal baisé.
Là, on a typiquement ce qu'on appelle un enchaînement. J'aurais voulu vous montrer ça graphiquement. Voilà, et c'était bien vous, on reverra ça, mais par rapport à Auschwitz, c'est un peu décalé. C'était bien Auschwitz. Voilà, comme si on était allé voir un film voilà, sortir. Et puis, il y a ces phénomènes d'hétérocontinuité ou d'autocontinuité qu'avait repéré Kerbrat Orecchioni. L1, le locuteur 1, poursuit son propre discours au lieu d'enchaîner sur celui de L2. Hein, l'hétérocontinuité, c'est dans le dialogue. L'autocontinuité, c'est quand on poursuit son fil. Alors, la scène de l'ex au téléphone qui se plaint que donc le Jean, le narrateur, ne l'ait pas raccompagné. On se retourne et le type, alors ça c'est tout à fait quelque chose des engueulades conjugales ou autres, hein, c'est d'employer l'énalage en disant on, le mec, le type, au lieu de dire toi. Hein. On se retourne, moi, et le type est parti sans te regarder, sans vérifier la moindre des choses en pleine nuit que tu es bien rentré. Tu as raison, allez, remonte chez toi maintenant, ne serait-ce que par politesse. Vous voyez, donc il y a l'essai de réponse et puis la logorée de l'autre, du reproche. Même chose dans cet enchaînement toujours de la fameuse Marion. Tu ne trouves pas que je devrais faire un lifting mammaire? Je dis à Marion, et si on allait au jardin? Tu trouves qu'il tombe? Alors, c'est intéressant, il n'y a pas de réponse si on allait au jardin, mais surtout, il y a une anaphore, ce qu'on appelle une anaphore associative par l'idée de lifting mammaire. On va passer à « il tombe », qui ne spécifie pas le référent, qui est les seins. Donc, c'est encore plus compliqué qu'une anaphore associative. C'est pas « tu trouves que mes seins tombent », mais « il ». Donc, vous voyez cet aspect dont j'avais déjà parlé, de la référence allusive, doublé de cette association plus complexe. Et puis, ce qu'il y a de très prégnant aussi dans cette écriture théâtrale, c'est les interruptions avec effet de discordance fort. 75 ans que les chambres à gaz se sont arrêtées, dit Joséphine. Novembre 44. Laisse-nous déjeuner 2 minutes, son restaurant. Auto-interruption également, liée aux gestes paraverbaux. Le radiologue mesure 47 mm de dilatation, la même que chez le cardiologue. Arrête avec ce coussin! Ça, c'est éminemment comme sur une scène de théâtre. Changement thématique abrupt aussi au sein d'une même intervention. On peut l'inviter ici un dimanche. Je me suis fait une teinture végétale, ça me gratte atrocement. On a peut-être encore une ouverture à Montrouge, m'a dit Serge en raccrochant. Jamais bouffé un croc aussi gras. Ou bien le vieux Maurice Grabataire. Tu pourrais avoir un enfant toi aussi? Donne la manette. Voilà. Alors, je vais en arriver quand même je vais un tout petit peu dépasser, hein, désolé, à la disconvenance de l'humour noir, qui est le plus important, qui est du funérarium, en fait, au crématorium. Hein. Les sujets tabous, c'est le grand âge et la fin de vie. Et puis, donc cette visite à Auschwitz, c'est tout ce qui est humour juif. Alors, il y a des pages très intéressantes que je vous laisserai lire. La scène des pastilles, que le vieux veut attraper par lui-même, et donc il a un ventilateur, et la phrase donne « Je m'empresse pour les récupérer sous les rafales ». Les pastilles tombées, donc avec ce recyclage du ventilateur en rafale. Sur le dernier mot aussi, le dernier mot qu'a dit la mère, c'est « LCI ». Quand on lui demande quelle chaîne elle veut, et elle meurt le soir même sans avoir rien dit d'autre. Donc LCI, j'appelle ça, moi, le burlesque noir. Hein. Il y a dans ce livre un burlesque noir. Et je voudrais aborder un tout petit peu avec vous la question liée à l'humour noir et l'humour juif noir. D'où parle-t-on? D'une famille de juifs assimilés du côté de la mère, avec cet ADN de la non-appartenance au monde juif. Et de l'autre côté, le père, défenseur d'Israël. Donc on est dans un humour à la fois du dehors et du dedans. Il y a des traits d'humour noir qui ne peuvent être dits que par un juif, hein, parce qu'on a une histoire chargée. Et il y a un article passionnant de Philippe Zard qui a écrit comment distinguer en fait l'autodérision juive de la blague antisémite. C'est pas toujours facile hein, quand on lit n'écoutez pas votre mère, elle est antisémite. Mais elle est juive, ben, c'est les pires, répond le père, hein, qui lui reproche de ne pas avoir éduqué les enfants dans la religion juive et de n'avoir pas allumé les bougies. Donc j'aurais aimé vous lire ce passage qui est page 40-41. Bon, il est quand même fondamental, je vais le lire, page 40-41. Alors, en sautant un peu, qui ne vénérait Israël, c'est le père, était antisémite, point final. Il disait « N'écoute pas votre mère, c'est une antisémite. Elle est juive, vous êtes remarqué. Ce sont les pires antisémites sont les juifs, il faut que vous appreniez ça. » Et pour marquer le coup et salir en passant la mémoire de la famille maternelle, il ajoutait « Sachez qu'il n'y a pas plus honteux qu'un juif honteux. » Qu'est-ce qu'on a besoin d'Israël? Disait maman, regarde tous les problèmes que ça crée. Les juifs ont besoin d'Israël. On a besoin d'être juifs, on n'est pas religieux. Elle ne comprend rien. Les enfants ne se sentent pas juifs. Vous sentez juifs, les enfants? À qui la faute? Remue le couteau dans la plaie. À qui la faute si les enfants ne se sentent pas juifs? Ma faute.
Oui, la mienne, car je t'ai écouté. Ils n'ont reçu aucune éducation, ils ne savent rien. Mes fils n'ont même pas fait leur bar mitzvah. Je m'en veux terriblement de ne pas m'être montré plus ferme. Mais ils ont fait une colonie de vacances juive, de communistes. Pour transmettre, il faut donner l'exemple, Edgar. Et qui donne l'exemple? Qui est le pilier de la maison dans une famille juive, Martha? La femme. C'est la femme qui allume les bougies. Les bougies. Quand on en arrivait aux bougies, ma mère partait en riant. Voilà, donc, et ce qui est très intéressant, c'est que dans un écrit, Yasmina Reza dit « Je n'ai jamais allumé les bougies ». C'est donc dans ces juifs assimilés qui n'ont plus de religion. Voilà, alors, il y a ces vannes qui se dissocient parfois difficilement d'un humour antisémite. L'idée d'aller à Auschwitz suscite cette réplique qui fuse « Ils ont fermé malheureusement les camps de la mort ». Autre exemple, elle a failli y aller avec sa classe en décembre, mais elle n'a pas été sélectionnée. Dieu merci. Pourquoi? Je plaisante. Et puis cette traduction absolument atroce, sarcastique de la citation du pape en polonais à l'entrée du camp de la mort, le juif est un bon engrais. Tout à fait déplacé. Donc, il y a des clichés qui sont convoqués par autodérision, comme l'avarice, la hantise de la maladie, un humour plus fin, les raisons de l'aumône juive, page 162 sur la mitzvah. En fait, il faut faire la mitzvah parce que, au moins, on est débarrassé, on ne se reproche pas de ne pas avoir rien donné toute l'heure qui suit si on n'a rien donné. Voilà, c'est un problème de simplification, l'aumône. Et puis surtout, cet humour noir autour d'Auschwitz. Un burlesque noir avec tous les clichés du touristique. Je lis quand même ça. Au petit matin, compressé dans la foule à l'entrée balisée du camp 1, on s'engueule déjà. On nous met dans une queue un peu plus dynamique, on gagne 1,50 m. Notre premier élan, c'est ainsi que nous sommes allés droit à la chambre à gaz. Ça rappelle quelque chose dans l'histoire, aller droit à la chambre à gaz. Voilà, donc voilà ce type d'humour vraiment extrêmement violent. Et puis, Joséphine à son père, tu devrais y aller, c'est indicible, qui refuse d'aller voir la chambre à gaz, l'injonction sentimentaliste. Et puis alors, dans ce paradigme touristique, il y a des clichés autour de l'impératif catégorique de l'authentique. Je suis déçue par l'exposition hongroise. Vous savez que les barbelés sont faux. Et puis, le trop beau temps, voilà, avec les crèmes solaires, les effluves de crème solaire, Auschwitz, ville fleurie, et puis des termes incongrus. Je ne sais pas pourquoi tu as voulu emmener ton père, il nous gâche la journée, il pourrit la visite. C'est quand même fort, pourrir une visite à Auschwitz, comme s'il s'agissait d'une partie de plaisir avec tout son folklore. Et enfin, plus discret, j'ai trouvé quand même des mots déplacés dans le contexte tout le long du roman. J'attrape la mort avec mes cheveux mouillés en pleine visite d'Auschwitz, j'attrape la mort. L'usine à gaz pour parler d'une entreprise. Et le dernier, quand même, à l'hôpital, elle se déporte pour se presser contre lui. Bon, c'est quand même pas anodin, à mon avis, ce genre de... Voilà. Et dès le départ, on a une réflexion douteuse sur l'incinération de la maman. L'idée d'être cramé avec ce que sa famille a vécu, c'est dingue, dit Joséphine. Et là, vous avez tout. Vous avez à la fois le tabou du fond et puis le tabou de la langue crue, cramée. Voilà. Donc, le langage cru, c'est un creuset où convergent humour noir, légèreté et pathos discret quand même, parce qu'il y a du pathos, mais qui se fait sobre, discret. En conclusion, donc, moi, j'aurais voulu fournir cette formule clé à partir de la scène du petit Luc, encore, qui chante, ou de la petite fille qui fait tout de travers. Non, c'est bien Luc qui chante à contretemps et qui excite le rire de sa mère, mais pas pour de vrai, mais parce que la voix du rire est la plus commode. Parce que la voix du rire est la plus commode. Ça me paraissait assez bien définir cet étrange livre. Son originalité réside dans la congruence parfaite entre le malaise créé par toutes ces séries de discordances et le malaise du cadet qui a du mal à redéfinir sa place et son identité. Le narrateur s'efface comme sa personnalité est effacée et comme l'auteur s'efface d'un texte de théâtre. Et on peut penser que là, il y a quelque chose d'hybride entre le roman et le théâtre, mais finalement, ce serait impossible de mettre en scène à la fois ces dialogues et le cadre même d'Auschwitz. Voilà. Vraiment, merci pour cette belle communication sur le creuset de l'humour noir chez Reza et cette voix du rire.